Il est le directeur délégué de la rédaction de Valeurs Actuelles et c'est à lui que l'on doit un spectaculaire hors-série de Valeurs Actuelles intitulé Algérie française, les vérités interdites. Arnaud Folch, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur TV Liberté pour présenter cet ouvrage. Et ma première question, elle va vous paraître un peu surprenante dans une télévision qui consacre une émission au Forum à nos amis rapatriés et harkis. Cependant, il faut que je la pose. Est-ce qu'on est obligatoirement dans la nécessité, le besoin de revenir sur des événements vieux de plus de 60 ans, d'ailleurs, au risque de poursuivre un peu la discorde nationale? Mais je souhaite qu'on poursuive la discorde nationale et je souhaite qu'il y ait une discorde nationale. Car précisément aujourd'hui, on est sous le joug du politiquement correct sur ces événements d'Algérie. Moi, j'ai pensé à faire ce numéro pour la première fois, c'est quand il y a eu les attentats du Bataclan. Et je me souvenais effectivement avoir lu quelque part qu'il y avait eu pendant la guerre d'Algérie des attentats monstrueux à Paris. Et je me suis dit, mais pourquoi les journalistes n'en parlent pas? Pourquoi les politiques n'y font absolument pas référence? À Paris, entre 54 et 63, il y a eu, à Paris et en France, mais principalement à Paris, entre 6 et 7 000 morts. Il y avait des attentats au quotidien, des policiers criblés de balles, jusqu'à 900 morts en quelques mois de l'année. Et donc, je crois qu'il était vraiment nécessaire, plus que jamais, au contraire, avant que les derniers pieds noirs ne disparaissent, parce qu'il y a ça aussi aujourd'hui qu'espère le système, c'est qu'avec la fin de cette génération disparaissent les polémiques. Eh bien, je suis heureux de relancer la polémique sur le sujet en consacrant un numéro tout entier sur tout ce que sont les vérités interdites, c'est-à-dire tout ce qu'on ne dit pas et tout ce qu'on n'a pas le droit de dire. Alors, vous titrez Algérie française, les vérités interdites, et vous vous y tenez. Il n'y a pas seulement le titre, c'est-à-dire que très rapidement, de manière fort bien réalisée, vous rétablissez les vérités. En fait, vous procédez par un phénomène de réinformation, finalement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Chacun des sujets, il y a 132 pages, aborde une question, une histoire. Je dois dire qu'on s'appuie dessus. Le but du jeu était d'être absolument inattaquable, ce qui ne nous empêche pas évidemment d'être attaqué. Et inattaquable comment? En s'appuyant sur des documents irréfutables. Je cite par exemple l'exemple que lorsque, il y a quelques années, un certain nombre de rapatriés nous expliquaient qu'il y avait des Européennes envoyées dans les bordels du FLN, que des Européens avaient été utilisés comme réservoir à sang jusqu'à ce que mort s'en suive pour les combattants FLN. Nombreux étaient ceux, y compris parfois dans nos milieux, à dire bon, il y a peut-être exagération. Aujourd'hui, ces faits-là sont avérés. Nous sortons des documents secret défense, confidentiel défense, qui démontrent que ces choses-là ont existé. Et je crois qu'il est temps, effectivement, de rétablir toutes ces vérités. Comme vous dites, c'est de la réinformation. En fait, c'est de l'information tout court. Ah, mais est-ce que c'est pas là aussi une façon de reconnaître, et c'est un petit peu dommage quand même, que la guerre d'Algérie a été totalement confisquée par la bien-pensance de gauche et que cette dernière a institué ces vérités qui sont devenues officielles? Première étape, la doxa gaulliste. La doxa gaulliste. Il fallait que les pieds noirs et les habitants d'Algérie, les harkis et autres, soient les méchants et le FLN les gentils. Ça, ce fut la doxa gaulliste d'origine, le grand retournement de Gaulle. Par la suite, effectivement, c'est la bien-pensance, c'est l'esprit de repentance, et puis aujourd'hui, troisième rime, c'est l'ignorance. Parce que les nouvelles générations, les jeunes notamment, vont, je l'espère, effectivement découvrir par l'intermédiaire de ce magazine grand public ce que fut la réalité. La guerre d'Algérie, ces faits sont peu connus pour les nouvelles générations, vous le dites et vous avez parfaitement raison. Elle s'est, et là vous l'avez aussi indiqué, transportée en métropole et notamment dans la capitale. La guerre d'Algérie s'est déroulée en territoire maghrébin. Non, elle s'est transportée en métropole et il y a une importation de cette rébellion algérienne. Et pourquoi cet épisode-là aussi, il est souvent occulté? Mais parce que, pour ces mêmes raisons, on veut nous faire oublier que les victimes présentées par l'histoire étaient en réalité les bourreaux, et que les bourreaux
étaient les victimes. La vérité, ce qui s'est passé à Paris entre 1954 et fin 1962, c'est une terrible guerre entre le FLN et le MNA pour l'obtention des cotisations obligatoires auprès des 300 000, grosso modo, ressortissants d'Algérie d'origine nord-africaine, la grande majorité étant à Paris. Tous les commerçants à l'époque, toutes les personnes qui gagnaient de l'argent étaient taxées obligatoirement. Le commissaire Le Taillanterre, dont on cite un certain nombre de propos de l'époque, raconte avoir été effaré de ça, c'est-à-dire on l'a encore une fois occulté, mais des cafés dans lesquels il y a eu des règlements de compte avec des dizaines et des dizaines de personnes assassinées. Au total, il y a eu entre 6 et 7 000 morts, j'ai dit tout à l'heure, à Paris. Ça a été totalement occulté parce que, encore une fois, on veut nous dissimuler la vérité. Mais il y a eu des tentatives d'attentats sur la Tour Eiffel, il y a eu des tentatives d'attentats à la préfecture de police. Tout cela de la part du FLN. On nous parle des soi-disant exactions des policiers français. La vérité, c'est que le FLN, soutenu par les porteurs de valises, acquiescé, on va dire, au minimum par la bien-pensance, a agi de manière absolument monstrueuse. Les documents que nous publions sont parfois extrêmement difficiles à lire sur les exactions, les infanticides, les viols, les yeux crevés, les massacres perpétrés. Au total, le FLN, c'est près de 250 000 morts. 250 000 morts. Alors, autre révélation, là souvent aussi occultée, et vous affirmez que derrière le FLN, la rébellion visait d'abord à l'instauration de l'islamisme, une autre guerre secrète finalement révélée par de nombreux historiens, d'ailleurs, y compris de gauche. Absolument. Il faut savoir que, mais encore une fois, ces faits sont tous avérés. Quand on parle de vérités interdites, ce sont effectivement des vérités occultées, des vérités qu'on n'a pas le droit de dire. Ben Bella l'a dit lui-même, on a sorti une de journal dans lequel il dit que son nationalisme était inspiré par l'islamisme. Et quand il a été interrogé par Le Monde, par le journal Le Monde, au moment de la révolution iranienne, de l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini, il a expliqué que l'Algérie devait, effectivement, que c'était en fait la finalité de la révolution algérienne. Et un certain nombre, effectivement, d'intellectuels de gauche honnêtes, il n'y en a pas tant que ça, mais il en existe, Dieu merci, ont reconnu ça bien après. L'islamisme était au cœur de ça, puisque les notions de démocratie, de droits de l'homme et de liberté n'existaient pas à l'époque chez cette population. Et là, le vrai ferment, c'était l'islamisme. On voit d'ailleurs ce qui arrive aujourd'hui en Algérie. Vous citez Si Abdallah, un des chefs du FLN, nous n'arrivions pas dans une metcha en soldat révolutionnaire, mais aussi en combattant de la foi. Tout à fait. Vous faites aussi une analyse des Français, cette fois-ci pour le FLN, pro-FLN. On trouve bien évidemment des collaborateurs, des gens de collaboration, et puis ce qu'on a appelé des porteurs de valises. Je ne sais pas si le terme est parfaitement compris par tous les téléspectateurs. Et là, on le voit jusqu'au plus haut sommet de l'État, et bien sûr parmi les intellectuels. Porteurs de valises, ça veut dire quoi, clairement? Porteurs de valises, en fait, il y avait deux choses. D'abord, on aurait pu dire aussi porteurs de terrorisme, puisque c'était eux qui assuraient le transport. En fait, c'était des Français qui, c'était notamment les réseaux Janson, rejoints par Curiel, qui était le grand argentier de ces réseaux. Le terme est connu, presque sympathique aujourd'hui. La vérité, c'est qu'à la fois, on transportait, comme c'était des Occidentaux, il y avait moins de risques de contrôle de la police, à la fois, on transportait les terroristes, notamment pour les réfugiés en Espagne, avant de les rapatrier en France, et puis surtout, porteurs de valises, sur cette histoire dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'argent, le nerf de la guerre. C'est 400 millions de francs, aujourd'hui traduit en euros, c'est effectivement la même somme retraduite, qui ont été collectés à cette époque. Dedans, Janson lui-même, dans un de ses livres, raconte que l'odeur des billets de banque était si insoutenable dans les appartements dans lesquels ils étaient triés et récupérés, que certains avaient des hauts le cœur. Ce sont des sommes absolument considérables qui transitaient par la Suisse, et qui étaient ensuite destinées à l'achat d'armes, de bombes ou autres. Et vous aviez effectivement
tout ce que la France comptait d'intelligentsia de gauche, on a été exactement la même aujourd'hui, qui réagirait exactement de la même manière, qui soutenait ces gens-là, qui a prêté ses appartements, ses voitures, ses témoignages à ces personnes. Et on les célèbre aujourd'hui. On connaît évidemment Sartre, on donne de nom la liste de toutes ces personnes, et on rappelle accessoirement que, y compris Bernard Kouchner avait fait partie des personnes qui avaient tâché de faire évader de la prison de la Santé Janson et un certain nombre de gens de son réseau, qui, faut-il le rappeler, ont tous sans exception été libérés dans le cadre des accords d'Évian. Vous utilisez le terme de porteur de valise, et un autre terme, alors qu'on se dit, il sort d'un dialogue d'Audiard, c'est les barbouzes. Ça aussi, ça avait un rôle, c'est-à-dire vraiment que les gens qui espionnaient pour le FLN, pour le compte de l'ennemi à l'époque. C'était plus que de l'espionnage, il faut savoir. Les barbouzes, officiellement, n'ont pas existé. Alors c'est vrai que le terme, aujourd'hui, prête à sympathie, notamment à cause du film voilà, tout à fait, absolument. Les barbouzes, le terme a été inventé au moment de a été inventé en fait par un auteur de série noire de l'époque, Pontchardin, qui avait créé le personnage du gorille et qui était lui-même un barbouze. Les barbouzes étaient tout simplement une police parallèle, financée par le pouvoir gaulliste de l'époque. Ils étaient 300 au total, des repris de justice, des judokas, des anciens policiers, des anciens militaires, malheureusement. Il y en a eu dont le but était de lutter contre l'OS, mais par tous les moyens. La torture, il y a eu des exactions absolument incroyables. On consacre 6 pages à ce que fut vraiment la trajectoire sanglante des barbouzes. Et on raconte... Et il faut savoir effectivement que Michel Debré, qui en fut le grand ordonnateur, lors du procès Salan et sous serment, a dit que ça n'avait jamais existé. Roger Frey, le ministre de l'Intérieur, l'a dit sous serment, pareil, à l'Assemblée nationale. C'est absolument insensé. Ce sont plusieurs milliers de morts qui ont directement été sous la responsabilité de l'État français, et les barbouzes notamment donnaient les listes de personnes simplement suspectes d'être sympathisants au AS, au FLN, travaillant main dans la main avec eux sous les ordres de Bitterlin et de Le Marchand, dont il faut savoir que la proximité avec le réseau gaulliste était si proche, Le Marchand était avocat, que c'est là que Charles de Gaulle, le petit-fils du général, a fait son premier stage d'avocat à l'époque du général de Gaulle. Alors pour comprendre cet esprit de collaboration, il y a aussi la désignation, alors là aussi encore un peu surprenante, du rôle de certains ecclésiastiques minoritaires, mais quand même nombreux, qui ont apporté une aide active au FLN, à l'image même, dites-vous, de l'archevêque d'Alger, Monseigneur Duval, surnommé d'ailleurs Mohamed Duval. Absolument, c'est notre ami Éric Letty qui s'est occupé de l'article et qui connaît bien le sujet. Il est lui-même pied noir et ma foi, c'est tout à fait rigoureux. Alors, l'histoire de Monseigneur Duval, elle est connue. Hein. Il faut savoir que Monseigneur Duval avait même refusé de célébrer les obsèques de soldats français qui avaient été abattus par le FLN. Il y a eu malheureusement un certain nombre d'évêques, de curés, d'hommes d'église qui, au nom de cette bien-pensance éternelle qu'on nous resserre encore aujourd'hui, ont aidé de manière invraisemblable les terroristes, puisqu'ils les ont cachés. Le premier numéro de El Moudjahid, le journal du FLN, a été publié sur des rotatifs cachés par Monseigneur Duval. L'abbé Davesy, qui faisait partie de ces réseaux, des réseaux Janson, avait lui-même convoyé les porteurs, les terroristes qui avaient tenté d'abattre Soustelle à Paris en 1958, et il expliquait « c'est pas mon problème, moi je suis pour la cause de l'Algérie ». Tous ces gens-là d'ailleurs, la plupart sont restés en Algérie après la guerre, ont demandé la nationalité algérienne, et pour la petite histoire, Monseigneur Duval, je ne sais plus quel président algérien avait demandé à l'Église à sa mort qu'elle célèbre une grand-messe en son honneur. Vous imaginez ce que ça voulait dire comme compromission. Est-ce que, vous le dites, mes avocés dans toute cette interview, est-ce que finalement ceux qui, il y a 60 ans, ont eu cet esprit de collaboration, est-ce que 60 ans plus tard sont les mêmes? Oui, ce sont les mêmes personnes. On le sait, vous pas et les moi. mêmes physiquement. Non, bien sûr, mais ce sont les mêmes personnes, ce sont leurs descendants. De la même manière qu'en Algérie aujourd'hui,
c'est encore le FLN qui est au pouvoir, le FLN qui est chaque année célébré par la France dans le cadre d'accords, dans le cadre de liens qu'on dit particuliers et fraternels avec l'Algérie. Cette mentalité, si vous voulez, de porteurs de valises, de terroristes et de proximité avec cette bien-pensance, malheureusement, elle existe toujours. On l'a retrouvée dans la décolonisation, on la retrouve aujourd'hui dans tous ces incidents, ces attentats avec les terroristes islamistes dans le pas d'amalgame. C'est toujours ce choix d'un certain nombre de privilégiés de considérer qu'effectivement la victime, c'est forcément l'autre et c'est le combat permanent de ces personnes, de la flagellation de la France de manière permanente. Ça existe pour tout, toujours, et ça a notamment existé en Algérie, évidemment. Face au FLN, il y a eu, alors vous la citez souvent, l'organisation de l'armée secrète, l'OAS. Cette organisation, elle est présentée comme criminelle. Elle faisait des attentats, elle tuait. Terroriste, puisqu'elle faisait des attentats, on a dit aussi c'est fasciste, et vous inscrivez quand même en faux dans cette définition, et vous dites, là, moi je dénonce vous dénoncez à travers votre numéro hors série un vrai tabou français. C'est un tabou français. 80% des chefs de l'OAS, 80% des responsables des chefs de l'Algérie française furent des résistants de la première heure, et des vrais résistants de la première heure. Là, encore une fois, si vous voulez, c'est pas une vérité nouvelle, il suffit de lire, de se renseigner. On parle toujours de Soustelle et Bidault, qui furent des résistants de la première heure, mais le général Salan le fut, Jouot, De Gueldre, le chef des commandos Delta de l'OAS, qui a été fusillé par l'État français, était un résistant. Quand on pense que Le Monde, un jour, l'a présenté comme un ancien des Waffen-SS ayant fait tout un tas d'horreurs sous l'uniforme allemand, et ne s'est jamais excusé de cela. Parce qu'encore une fois, cette bien-pensance voit le monde à travers les yeux, à travers des œillères qu'elle s'est eux-mêmes mis sur les yeux. La vérité, c'est que l'Algérie française et l'OAS avaient à leur tête d'authentiques résistants, et pas des résistants de la dernière heure, ni des résistants du 32 août. C'était des résistants qui se sont battus pour De Gaulle et qui considéraient qu'en définitive, une résistance, qu'on avait intitulé cet article d'une résistance à l'autre, c'est ce qu'explique Soustelle, c'est que s'expliquait Bidault, c'est qu'il restait fidèle au général de Gaulle de 1940, mais il ne pouvait suivre le général de Gaulle de 1962. Alors, je vais vous poser une question qui va m'être reprochée, comme souvent quand je pose des questions qui ne vont pas dans le sens de souhaiter. Il y a quand même un tabou que vous n'évoquez pas. Alors, pas du tout. Est-ce qu'on peut faire l'impasse là-dessus, sur la torture qu'il y a eu en Algérie? On a mis en cause même l'armée française dans la torture, les attentats contre le général de Gaulle, les massacres du 17 octobre 1961, vous citiez Le Monde, il parlait en 2011, je me souviens, de 200 victimes dans cette répression sanglante. Pourquoi vous n'évoquez pas tout cela non plus? C'est déséquilibrer votre propos, non? Permettez-moi, Martial, de vous dire que vous n'avez peut-être pas lu, oui, je me vengeais très gentiment, mais que vous n'avez peut-être pas lu aussi attentivement le magazine que j'ai passé de temps à l'écrire. D'abord, j'ai écrit moi-même dedans un article qui s'appelle « Torture française, ce qu'on n'a plus le droit de dire », dans lequel je citais le général Massu, notamment. Il faut savoir que, évidemment, il y a eu de la torture française, elle a été reconnue, on ne peut pas dire, effectivement, qu'on n'en a pas parlé. Mais ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir, c'était effectivement ce qu'on appelait la question. Ça pouvait avoir, comme a dit Massu, il pouvait y avoir des accidents. Il y a eu des morts, c'est incontestable. Mais c'était pour l'obtention d'un renseignement immédiat. Il n'y a jamais eu d'infanticide, il n'y a jamais eu de torture telle que l'on pratiquait le FLN à l'époque. Quant au 17 octobre, sur lequel effectivement aujourd'hui, on vient même de poser une deuxième plaque encore. Une deuxième plaque autour comment dirais-je, du pont Saint-Michel pour célébrer cette soi-disant ignominie. Là, il y a eu des travaux qui ont été réalisés. Alors, on parle de 300 morts.
c'est totalement faux. Non, moi je dis Le Monde, 200. 200 oui, 200, mais cette année, c'est quand même un journal de référence. Le Monde, 200, il y en a d'autres 300. Il y a eu des travaux passionnants qui ont été réalisés là-dessus, notamment par Bernard Lugan, des travaux où des historiens sont simplement allés à l'Institut médico-légal, la morgue, faire le recensement de ce qui s'est passé. La vérité aujourd'hui, l'historien Jean-Paul Brunet, c'est le cas de Lugan aussi, qui tous ont travaillé encore une fois sur des faits, non sur des fantasmes, c'est qu'il y aurait eu dans cette journée autour de 38 morts nord-africains, puisque à l'époque les morgues classaient entre personnes NA, nord-africaines et autres. Il y a eu 38 morts nord-africains. L'historien Jean-Paul Brunet considère que dans ces morts, il y en a au moins 8 qui sont liés encore une fois, à ces guerres fratricides entre le FLN et le MNA, et que donc il y aurait eu 30 morts. 30 morts ce soir-là. C'est horrible, mais encore une fois, rien à voir avec ces témoignages révélés par les... Le Monde ment ou s'auto-convainc. Si vous voulez, on arrive à une époque, c'est pour ça qu'il est urgent de témoigner, d'avoir ce type de documents et de s'y intéresser. C'est qu'on finit par s'auto-convaincre. Et vous savez que ça existe d'ailleurs dans tous les milieux. On s'auto-convainc d'une posture, d'une doxa définitive. Et ces gens-là, en revanche, c'est très difficile pour tout le monde, c'est très difficile de dire « Ah, je me suis trompé ». Évidemment qu'ils se sont trompés. Jean Lacouture l'a reconnu. Il dit 100 000 personnes sont mortes de notre faute, je ne me le pardonnerai jamais. La vérité, c'est que concernant effectivement les harkis, c'est bien plus que ça. On a des documents de la présidence de la République qui témoignent que c'est effectivement qu'on est beaucoup plus proche des 200 000 morts que des 100 000. Mais à l'époque, on disait 30 000. Il y a quelques personnes qui ont reconnu ces faits-là. Mais pour le reste, c'est fini. C'est devenu une religion. Une religion, on ne combat pas une religion. Bon, j'ai ma réponse. Contrairement à une dernière idée reçue, nombreux furent les hommes de lettres à prendre position contre l'indépendance. Il y avait des auteurs qui ont combattu les belles âmes de la gauche, même assez facilement à l'époque. Avec des très grandes signatures, finalement, se retrouvent aussi dans le camp contre l'indépendance. Tout à fait, c'est notre ami Jérôme Bénard qui a écrit cet article et qui est effectivement beaucoup plus trapu que moi pour en parler, mais effectivement, aussi bien Jacques Perret, Michel Déon, bien d'autres ont pris à l'époque, Jacques Laurent bien sûr, pris à l'époque fait et cause pour l'Algérie française. Il y avait en définitive, chez les écrivains, énormément d'écrivains qui ont pris position en faveur de l'Algérie française, et comme vous le dites très justement, le pouvoir à l'époque les a acceptés, sans doute parce que finalement ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce qu'on appelait un petit peu moins à l'époque l'extrême droite en quelque sorte, ne paraissait pas dangereuse, elle représentait peu de choses, la libération était, la période de l'occupation était récente, et aujourd'hui c'est absolument impossible. Si aujourd'hui vous dites que vous êtes écrivain et que vous êtes pour l'Algérie française, si vous travaillez à Minute, on le sait, moi j'y ai travaillé pendant 10 ans, c'est effectivement extrêmement difficile de réintégrer, on va dire, le BFM système. Voilà, BFM, encore faudrait-il le souhaiter d'ailleurs. Mais Jacques Laurent a obtenu son prix Goncourt après avoir pris position contre l'Algérie algérienne. Et ma foi, c'est vrai qu'on se dit, mais quel espace de liberté à cette époque-là, c'est extraordinaire, on s'en rendait pas forcément compte, mais effectivement par rapport à la période actuelle, ma foi, ça fait regretter de ne pas être un peu plus jeune dans une époque plus ancienne. Voilà, ça rappelle des noms d'écrivains qu'il est urgent de lire, Jacques Laurent par exemple. Dans cette volonté de se souvenir finalement et de transmettre, vous concluez cet album hors série par le chanteur d'Occident qu'on a reçu ici, que j'ai reçu à Bistro Liberté, Jean-Pax Meffray. Et Jean-Pax Meffray, c'est quand même un phénomène de société finalement. C'est extraordinaire. Enfin, j'imagine qu'on a dû se croiser d'ailleurs à chacun de ces concerts parisiens. C'est clair. Moi, je dois dire que voilà, je serais sans doute plus à l'aise pour chanter ces chansons ici, pour répondre à la télévision, parce que je reste quand même très profondément timide. Mais effectivement, il y a chez lui à la fois cette nostalgie, à la fois cette hauteur par rapport aux événements, et puis ce cœur et cette beauté du propos. C'est un personnage que j'aime infiniment, que je suis cette beaucoup. Cette nostalgie, elle est des fois un peu moquée.
Oui, bien sûr qu'elle est moquée, c'est normal, parce que sont souvent moquées les choses d'autrefois. C'est vrai que quand on est jeune, on se dit, bon, souvenez-vous, quand moi en tout cas j'étais plus jeune, c'est vrai que j'avais un peu tendance à me moquer de mes grands-parents, de mes parents, sur beaucoup de choses. Bah écoutez, aujourd'hui, je me rends compte que finalement, entre leur monde et le mien aujourd'hui, je me demande si je préférais pas le leur. Et Jean Pax fait un peu le trait d'union entre tout ça. C'est un article que j'avais signé avec Cyril de Beketch, le père du regretté Serge. Parfait. Voilà, c'est pas seulement la nostalgie, c'est un journal de combat que vous avez réalisé, un journal de réinformation qui permet d'avoir beaucoup d'informations, certaines connues et puis certaines qu'il fallait rappeler à tout prix, et celles que j'ai découvertes moi-même d'ailleurs sur un sujet je crois connaître assez bien. Algérie française, les vérités interdites, c'est un hors-série de Valeurs Actuelles, on l'achète partout? Écoutez, on l'achète partout, je crois que ça part bien. On peut le trouver sur le site de Valeurs Actuelles, boutique, le site boutique de Valeurs Actuelles. Je voudrais effectivement en profiter pour lancer quand même un appel aux téléspectateurs, de la même manière quand vous faites ici des appels aux dons. Il y a quelques petits isolats de liberté. On est peu, on se bat contre des monstres de puissance et vraiment et d'argent. Donc vraiment je dis aux téléspectateurs qu'il faut nous aider, il faut l'acheter. Moi, si j'ai pu faire ce numéro sur l'Algérie française, c'est parce que le numéro sur les colonies qu'on avait fait, vous aviez eu la gentillesse de m'inviter, avait effectivement très bien marché. Moi je souhaite qu'on aille plus loin et qu'en sortir un autre, pouvoir sortir un numéro exclusivement consacré à l'OS. Pour ça, j'ai besoin que le magazine fonctionne, croyez-moi. Oui, il faut voir aussi que la direction voit toujours que ça fonctionne. Voilà, y compris dans nos mondes, il y a beaucoup de résistance à ces vérités interdites qu'on souhaiterait en fait définitivement enterrer. Je me doute, ce numéro de hors-série de Valeurs Actuelles, il est dans vos kiosques, vos marchands de journaux, sur la boutique de Valeurs Actuelles. Merci Arnaud Foll. Merci beaucoup Martial.